Nous revenons donc, Madame Favreau, sur l'engagement de votre famille, de votre père, de votre mère, de vous-même presque en tant que très jeune fille, et des souvenirs que vous avez de la période. Alors, premier point, si vous voulez, donc vous vous rappelez rapidement, je crois que c'est important, quelle place occupait votre père dans la compagnie quand vous y êtes? Il travaillait aux travaux, ce qu'on s'appelait les travaux, c'est-à-dire il devait être agent principal ou quelque chose comme ça. Je ne m'occupais pas beaucoup de ces problèmes-là. Bon, alors si je me rappelle bien, je crois que ce n'est pas indiscret de le dire, vous aviez à peu près 13-14 ans quand la guerre... Quand la guerre éclate. Alors, quels sont le premier souvenir, à 14 ans, on était adolescent, quel est le premier souvenir, un souvenir initial que vous avez de cette période? Mais écoutez, c'était quand nous avons vu arriver j'ai vu mon père revenir le 28 juin 40, mon père avec la figure à l'envers, parce que la France avait abandonné, enfin Pétain avait abandonné, mais on croyait que la Syrie et que l'armée de Syrie continuait la guerre. Et le 28 juin 40, papa est arrivé blafard à la maison, et c'était son anniversaire, en nous disant « la Syrie lâche, la Syrie abandonne », donc c'était encore plus une défaite. Et dans les jours qui ont suivi, dans le courant du mois de juillet, sont arrivées les premières troupes françaises qui venaient avec les Anglais, qui avaient été à Chypre. Et il y a toute une partie d'un régiment d'infanterie de marine, une partie du régiment qui, avec les Anglais, sont arrivés en Égypte, avec le drapeau français et les lunes Jacques. Ah oui. Et ils sont arrivés à Ismaïlia, c'était les premiers Français qui sont arrivés et qui ont été reçus dans Ismaïlia. Les bonnes sœurs, c'était les vacances, les bonnes sœurs ont ouvert le collège en disant « faites-en un foyer pour le moment ». Donc c'était et à ce moment-là sont arrivés, c'est des soldats qui arrivaient de Chypre, et ensuite sont arrivés avec le folio que tu as connu, sont arrivés tous ceux qui se sont échappés de Syrie et petit à petit sont arrivés au canal. Enfin, du moins c'est là où on les a vus arriver à Ismaïlia. Et c'est là que s'est formée la première unité qui est devenue par la suite le BIM, le BIMP, premier bataillon d'infanterie de marine, dont ce sont les premières unités qui sont arrivées et qui étaient installées au camp, chez les Anglais. Il y avait un camp à côté d'Ismaïlia qui s'appelait le camp de Mouascar. Et c'est là où ont commencé à arriver petit à petit les soldats qui s'évadaient de Syrie ou d'ailleurs. Alors, ce régiment qui est arrivé de Chypre, oui. Il est arrivé comment? Il a défilé? Je l'ai vu arriver avec son drapeau. Avec son drapeau, il est arrivé. Et il y a eu ensuite, dans le mois d'août 40, à Mouascar, une grande réunion. Et vous trouverez des photos avec Benoît Maid-Lamson, et c'était la première cérémonie qui a été faite où c'était un bataillon, ce bataillon qui a commencé là, portait les deux drapeaux. De Gaulle n'était pas très content après de l'Union Jacques. Oui, je comprends. On revient un tout petit peu en arrière. Bon, est-ce que par hasard, ça m'étonnerait, mais par hasard, vous saviez que déjà De Gaulle, le 18 juin, avait fait une déclaration? Est-ce que votre père en avait parlé ou est-ce que c'était totalement inconnu? Vous ne savez pas? Je sais que on est arrivé, maman m'a dit voilà Pétain, et je lui ai dit Pétain. Et maman m'a dit
c'est un mot qui ne se dit pas. Mais pour moi, le fait que ce général, et puis on dit, Pétain a dit qu'il donnait son corps à la France. Je dis à un moment, mais il se moque du monde, ce type-là. Ça a été mes réflexions de petite fille, j'avais 14 ans, et j'ai réagi, enfin je veux dire, j'ai réagi assez vite. Alors pourquoi, enfin, c'est tout à fait intéressant, vous êtes une petite jeune fille, 14 ans, et vous dites la réflexion que vous allez dire sur Pétain. Pourquoi, à votre avis? Mais, parce qu'il lâchait. Enfin, je veux dire, on ne savait pas, si vous voulez, on savait que la France avait lâché, mais on n'était pas au courant encore de toute la catastrophe qui était en France. Ce qu'on voyait, c'était enfin, on était entouré d'anglais. On savait qu'il y avait, enfin, on savait que le Liban existait. Qu'il y avait des. Enfin, j'avais passé les années où nous n'allions pas en France, nous allions au Liban. Et le Liban, c'était la France, voilà, un peu. À l'époque, c'était la France. Il y avait des troupes françaises. Donc, on savait qu'on pouvait encore se battre. Enfin, je vous parle comme je raisonnais. Enfin, oui, petite fille, mais bon, on était un peu chauvin. Oui, d'accord. Oui. Alors, à votre avis, enfin, comme vous donnez quand même la réponse, à votre avis, pourquoi est-ce que votre père a eu immédiatement ce réflexe extraordinaire lorsqu'il arrive décomposé en disant la Syrie a lâché? Je ne peux pas vous dire, c'est mon souvenir. Enfin, je veux dire, on attendait, enfin, on savait que la France avait perdu, enfin, était un peu malade, mais c'était l'anniversaire de papa, donc on attendait papa, et de voir arriver papa qui, au lieu de venir gentiment souhaiter son anniversaire, nous disait c'est foutu. C'est pour moi un souvenir. Est-ce que, alors, vous avez évoqué tout à l'heure de Benoît, et on sait que de Benoît, lui, a été aussi, comme votre père, très, très, très net. Est-ce que, justement, dès le départ, à l'intérieur des gens du canal, en particulier, les gens ont su la position de Benoît? Je pense. Je pense. Ça a été, enfin, je pense que le milieu que j'ai vu à Ismaïlia, l'ensemble, enfin, il y a eu une nette séparation. Ceux qui s'étaient battus avec Pétain n'admettaient pas. Ça aurait été très difficile d'admettre que Pétain n'était pas le héros qu'il avait été. Et eux, la France libre, De Gaulle, ça les gênait. Il restait, je pense aux Sagazans, qui n'étaient pas, enfin, mais qui ont quand même reçu des soldats. Ah oui, c'est ça. Ouais, ils n'aimaient pas De Gaulle, mais quand même, est-ce qu'ils voulaient persuader les soldats de changer d'avis? Je ne pense pas. Parce que ce sont les premiers soldats qui sont arrivés et qui sont les premiers repartis dans le désert avec les Anglais. C'était les premières campagnes qui ont été faites à l'époque. C'est ça. Oui, c'est ça. Et alors donc, vous avez assisté à la prise d'armes en quelque sorte? Oui, je pense que tout Ismaïlia était. Il existe des tas de photos de cette époque-là. À la France libre, vous trouverez ça. Oui, c'est ça, de la prise d'armes. La prise d'armes, il y a des tas de. Avant le mois d'août, cette prise d'armes dont vous parlez, il y a la fête nationale française le 14 juillet. Est-ce que vous avez le souvenir qu'il y a eu quelque chose à cette occasion? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Non, je ne me souviens pas. D'accord. Et alors, donc, c'est les bonnes. Enfin, qui est-ce qui dit qu'il faut ouvrir, il faut accueillir les soldats je ne peux pas vous dire parce que je sais que maman, quand on a parlé, il y avait
Louis Rivet qui était là, et son frère qui était au Liban est arrivé. Et maman lui a dit, écoutez, je ne tiens pas à recevoir des officiers parce que sûrement qu'il va y avoir du monde qui recevra les officiers. Donc, amenez-moi de jeunes garçons. Et c'est comme ça que j'ai vu arriver à la maison. C'est la première fois que je dînais avec les grandes personnes et que j'ai vu arriver les premiers militaires qui sont arrivés à la maison et qui ont pris... qui sont devenus des enfants, si j'ose dire, des frères pour nous dans le canal. Parce que quand la famille les accueillait, c'est-à-dire vous les receviez comment vous savez, à Ismaïlia, il y avait une grande plaque de lumière, et quand les militaires passaient, maman vous disait, vous jetez une petite piastre en haut dans le plafond, là, dans la glace, et la maison vous est ouverte. Et quand les militaires partaient, il y en avait qui venaient en permission, plus ou moins longtemps, qui restaient, qui partaient. La maison était ouverte. Enfin, ouverte. Puis je veux dire, les sœurs avaient ouvert leur maison en nous disant aux petites jeunes filles qui étaient là, venez aider à servir. Donc c'était une mobilisation. C'était une mobilisation. Dans l'ensemble, on était assez chauvin. Oui, c'est ça. Et alors, dans l'ensemble, bon, sans faire du tout de la majorité, comment est-ce que ça se répartissait en gros? Comment on dit grossièrement là? La majorité, les 2/3, enfin, est-ce que vous avez une idée? Par exemple, vous regardez le petit livre qu'il y a là, ça fait quand même une grosse majorité. Et il y a des... Il y a des gens qui n'étaient pas là, qui étaient en vacances, qui sont retrouvés prisonniers en France, et je pense que pour eux, si vous avez des gens, par exemple les gros Lafège, qui étaient des gens qui habitaient, qui étaient au canal, et quand, après ce qui s'est en 1941, ils ont quand même voulu, alors qu'ils étaient en Égypte, bon, je sais bien qu'on était un peu bombardés, mais on n'était pas occupés. Oui. Eh bien, ils ont préféré rentrer en France avec leurs enfants. Ah oui. Alors que vous, évidemment, la question n'était... Et alors, votre père s'est engagé quand, alors, lui? Les premiers jours je crois que c'est en septembre 1940. Bon, il traînait à la maison, et puis il a dit, je ne peux pas rester, je m'en vais. Il avait fait la guerre de 14 ? Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, toi, il avait été fait prisonnier, il s'était évadé, il était croix de guerre de l'autre guerre. Ah oui, c'est ça, l'autre guerre. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre son engagement, enfin normal comme tous les Français, à la Première Guerre mondiale et son attitude, est-ce qu'il a fait un rapport je ne sais, je ne sais pas. Mais je veux dire, ça me semblait normal. Oui, d'accord. Je veux dire, Mérier qui était au canal au Suez, je veux dire, je me souviens de Mérier. Mérier appartenait aussi du canal de Suez, et c'était quelqu'un qui, peu de temps, enfin, dans les années, juste quelques temps avant, a été capable de sauter dans le canal 12, je crois, parce qu'il y avait une voiture qui était tombée dedans, et il avait sauvé les gens en donnant un coup de pied dans la fenêtre. Il s'était cassé le tendon d'Achille en sauvant les gens. C'était donc quelqu'un de courageux. Et je sais qu'il a dû s'engager en même temps que papa. Oui. Et alors, on va d'abord parler un peu de la guerre de votre père, puis après on reviendra à vous. Alors après, donc, si on fait le récit, donc il s'engage dans quelle unité? Toujours ce premier BIM. Ah oui. Ce premier BIM. Le BIM était déjà, ce qu'on appelait la première compagnie, était déjà partie.
Et mon père est parti ensuite avec ce qu'on avait appelé la 3e compagnie. Et je me souviens, c'était Magendie, il devait être lieutenant à l'époque encore. Et je les vois partir. Le lieutenant Magendie était quelqu'un qui s'était engagé, qui venait de Djibouti. Je ne sais plus d'où venait tout le monde. Et je les ai vus partir. Et j'ai vu papa partir avec son fusil, partir et aller jusqu'à Mouaskar. Et à Mouaskar, je les ai vus rentrer dans les wagons de 3e. Je me dis, ben là, où est-ce qu'ils partent là-dedans? Je vous parle de réflexion de petite fille. Espèce de wagon, j'ai vu papa partir là-dedans. Et puis, bon, j'étais avec maman et puis ma petite sœur. Et puis papa est parti. Et puis, ça a été les premières campagnes où on appelait ça un peu les parties de ping-pong parce qu'ils avançaient vers... et puis les Italiens revenaient et puis ils repartaient. Enfin, c'était les premières batailles, enfin, jusqu'à ce qu'il ça... Et alors, il envoyait des lettres à votre mère? Oui, et puis il venait en permission. Ah, il venait en permission. Il venait en permission. On recevait des militaires aussi qui venaient en permission. Et quand ils rentraient du désert, ça sentait très mauvais. On prenait les costumes, on aérait la maison. C'était très... Et finalement, il ne devait pas raconter beaucoup, si Non, et si, enfin, je me souviens parce que les premiers militaires qui sont arrivés, qui étaient finalement de jeunes garçons, qui avaient une vingtaine d'années ou à peu près, et discutant et parlant des premiers éclats qu'ils avaient avec les Italiens, et papa leur disant... Oh, vous verrez plus tard. Vous verrez plus tard. Et ils ont vu plus tard. Oui, c'est ça. Ils ont vu plus tard parce que... Et alors, à partir de quand, enfin, bon, il n'est plus venu en permission. Mais papa est venu régulièrement. Enfin, je vois papa venant et repartant en permission assez régulièrement. Chaque fois... Et puis il y a eu la guerre, il y a eu la campagne de France, enfin ce qu'on appelle la campagne qu'on a faite en Syrie contre les Français, et qui n'a pas été une guerre facile. Il y a des soldats qui ont préféré ne pas y aller, d'autres il fallait y aller parce qu'il ne fallait pas que les Anglais y aillent seuls. Surtout. Ah oui, parce que votre père a donc des choses très difficiles, a participé. Mon papa a participé à cette guerre-là. Oui. Il a fait. Oui, parce qu'il ne fallait pas que les Anglais. Il fallait pas les Anglais seuls. Et vraiment, avant que l'on ne rentre dans cette bagarre, il a fallu que les Français soient prêts à accepter que les avions allemands viennent se poser sur Rayak, qui était un aéroport français ou libanais, si j'ose dire. Et quand on s'est rendu compte qu'ils voulaient que les Français voulaient accepter que les Allemands se servent de Rayak, et ça a été des choses qui fait... d'avions allemands dans ces aéroports qui a montré que il fallait y aller. Oui, c'est ça, qu'ils étaient complètement complices. Qui étaient complices, il y avait... Oui, c'est ça, voilà. Et alors, oui, c'est ça. Et donc, il a compris qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Oui, c'est ça. Oui. Non, je me souviens d'avoir vu des militaires qui ont dit on y va. Et d'autres qui ont dit je ne veux pas y aller. Oui, c'est ça.
Oui, parce Mais que- c'était. Enfin, les personnes qui sont allées. Vous avez quelqu'un qui était du canal, qui s'appelait je ne sais plus son vrai nom, Le Peñuel, qui s'était engagé aussi, qui était du canal de Suez, qui s'est fait tuer en Syrie. Avec mon frère, quand nous sommes repassés dans ce cimetière, c'était des Français mêlés. Il y avait des Français de chaque. Puis le temps, comme disait De Gaulle, est un galant homme. Et bon, avec là évidemment c'est à la fois, c'est plus uniquement la petite fille, mais à votre avis, comment vous expliquez, ou comment peut-être votre père avait déjà une hypothèse, ou votre mère, comment vous expliquez que les Français de Syrie et du Liban n'aient pas eu, globalement, il y en a beaucoup qui sont partis, mais ils n'ont pas eu la même conception que vous, en disant on ne peut pas lâcher puisque la Syrie et le Liban, c'est la France. Vous voyez. Il faut penser c'est quoi, à ce qui est arrivé le nom. À côté d'Oran, c'est quoi? Le bateau. Merzel Kibir. Je suis parti de Merzel Kibir, je voudrais m'en souvenir. Merzel Kibir, bon, il y a toujours eu, il y avait quand même en France un petit peu les Anglais, c'était bien, mais c'était les Anglais, c'était les Anglais. Et Merzel Kibir a fait que c'était plus, enfin, pour beaucoup de personnes, ça a fait reculer des personnes qui. Vous avez toute la flotte, la flotte X, enfin ce qu'on a appelé la flotte X, c'est Alexandrie, qui est restée sur place et qui n'a pas voulu se battre pendant combien d'années, non seulement ça, mais qui était capable de cracher sur les Français qui se sont battus à Bir Hakeim. Il y a eu des bagarres à cette époque-là. Pourquoi alors, à votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a des gens qui se sont enfuis d'Alexandrie, des marins d'Alexandrie, et ceux qui sont restés. Ils sont restés, tranquilles. Ils sont restés. Enfin, il y a des bateaux qui sont restés. Il a fallu c'est quoi, du 43, enfin du 42, 43, pour qu'on reparte la main dans la main avec les troupes d'Algérie. C'est ça, oui. Alors, on parle justement des gens qui s'enfuient d'Alexandrie, puisqu'il y a des gens qui s'enfuient du Liban, ceux qui arrivent de Chypre. Bon, et alors ceux d'Alexandrie, ils sont arrivés quand? Est-ce que vous vous rappelez à peu près qui est arrivé? Oui, la flotte devait être là parce que je me souviens des premiers militaires. Enfin, on a toujours parlé de Destendorf et son copain. Je connais que lui. Vous en avez parlé. Barbero. Bon, on connaît Barbero. Tous ces. Ceux-là, d'autres ont pu descendre du bateau sans trop de difficultés. Et puis Barbero et Destendorf sont les premiers qui sont venus. Sont les premiers qui. Enfin, ils sont allés, d'ailleurs, presque tout de suite chez M. Lucas. Enfin, c'est Lucas qui était à l'époque et qui les a reçus. C'était des marins. Oui, c'est ça. Alors, vous avez parlé dans votre premier entretien beaucoup de Barbero, plus que Destendorf. Si j'ai bien compris, Barbero vous a plus frappé que Destendorf. Destendorf était plus discret, enfin, je n'avais pas souvenir. Barbero, il était là, enfin, il faisait du. Il bougeait, enfin. Il bougeait, il était à la plage, il plongeait avec un chapeau. Un chapeau. Enfin, et il a fait une guerre. Il a fait une guerre brillante. Mais c'était un casse-gueule. Enfin, il allait au combat. C'était pas indiscret. Voilà. Et ça vous a tout de suite frappé, Barbero. Oui. Oui.
Oui, parce que, vous voyez, je me rappelle, hein, on cherchait à vous ramener sur Estendorf, et Estendorf ne vous a pas frappé du tout. Mais non, je sais il était reçu dans d'autres familles à l'époque quand il est passé. Je n'ai pas connu. Enfin, je veux dire. Vous ne l'avez pas connu. Hein. Non. Non. Bon, et alors ensuite, donc, Tony Barbero, ça vous frappe, il est là. Il reste longtemps, Barbero Bah, il a appartenu il a appartenu au BIM, il était dans les premières unités. Je ne sais pas s'il a été. Est-ce qu'il a été décoré de la Libération à cette époque-là? Il y a les premières libérations ont été données à cette époque-là, oui, c'est ça, oui, d'accord, oui. qui n'étaient pas vraiment. Les premières libérations n'étaient un peu comme des croix de guerre, les premières. Puis les premières données. Puis après, la libération a pris une autre valeur. Oui, c'est ça, oui, voilà. Et là, vous rappelez, vous avez accueilli ces gens qui revenaient en permission pendant toute la durée de la guerre ou Oui, enfin, ils sont en permission et puis ils sont partis après. Quand la troupe a été formée, après la guerre de Liban, donc tout ce qui était à cette époque-là, ils sont partis en Liban pour reformer de vraies unités françaises. Et c'est au Liban que l'armée ou une partie, les divisions ont été reformées. Et j'ai vu ces divisions repartir sur le désert. Ils ont traversé, toutes les unités ont traversé le canal sur un pont de bateau. Je me souviens, et quand ils ont traversé, parce que on venait avec maman, on savait que papa était dans les troupes qui allaient venir. On savait que monsieur Gufflet devait venir aussi. Mon filleul de guerre, qui était un des militaires qu'on recevait à la maison, il y en avait un qui était mon filleul de guerre et l'autre qui était le filleul de guerre de ma sœur. Et quand on a vu les troupes passer, nous attendions d'apercevoir papa. Et puis je n'avais pas vu papa parce que papa est passé par un autre chemin avec le commandant Magny à ce moment-là. Et on est allé voir le commandant Magny et on lui a demandé si papa pouvait rester à la maison le soir. Il a dit, oh, mais les militaires, moi aussi. Et puis quand même, papa est resté à la maison une soirée et puis il est parti après. Et alors, aussi, il y a des gens qui venaient de plus loin, oui. Hein, de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez vu passer par le canal de Suez quand ils sont arrivés non, moi, quand les types de Polynésie ils sont allés, enfin, pour moi, je ne les ai pas vus. Ils sont allés directement, enfin, je veux dire, ce sont des troupes qui sont arrivées, qui sont parties directement sur la Syrie. Ils ont été envoyés en Syrie. Et c'est au retour de quand ils sont passés, qu'ils ont été faire la guerre dans le désert, quand il y a eu Birakem. Et c'est à ce moment-là que les troupes qui venaient du Pacifique et ceux du BIM ont été si cassés pendant la guerre qu'on en a fait une seule unité qui est devenue le 1er bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique. Parce qu'on a rejoint les troupes et c'est devenu une seule unité. Une seule unité, c'est ça, d'accord. Alors, donc, vous êtes petite jeune fille. À l'intérieur de l'école oui. Où vous étiez, donc avec les bonnes sœurs, est-ce que justement vous évoquiez, alors d'abord, est-ce que vous évoquiez tous ces événements qui se passaient? Est-ce que vous en parliez Bon, et d'autre part, vous avez expliqué qu'il y avait quand même quelques familles qui étaient pétinistes.
comment ça se passait, la cohabitation? La sœur Morin était de Gaulle, enfin, sans problème. Hein. Notre supérieur était. Vous aviez la sœur Joseph aussi, qui était. Qui a continué à écrire avec des militaires. Ah oui. Non, je pense que d'autres sœurs pouvaient être un peu plus réticentes, mais elle s'alignait sur non seulement ça, mais les sœurs avaient brodé un drapeau pour les. Non, c'était puis Sœur Morin. Elle a d'ailleurs été. Elle a eu sa Légion d'honneur. Oui, c'est ça. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que en général, hein, bon, il y a eu des exceptions, en France, les autorités catholiques, il y a eu des exceptions, mais dans l'ensemble, pour diverses raisons, étaient plutôt favorables au maréchal Pétain. Le commandant du BIM, le commandant du BIM était le commandant Savé, qui était un prêtre. Ah oui. C'était un prêtre. Donc c'était tout à fait différent. Non, mais il y avait pas mal de prêtres, enfin, dans les aumôniers, mais le commandant Savé était à la tête du BIM, il s'est fait tuer à Bir Hakeim. Mais c'était un officier et il s'était rebattu en tant qu'officier. Et précisément, vous avez à plusieurs reprises évoqué Bir Hakeim. Est-ce que vous avez vous-même des souvenirs, en quelque sorte, de l'écho qu'a eu cette bataille, ou non, ou c'est après coup? Votre père a participé à Bir Hakeim. Oui, papa a participé, mais papa était. C'est le moment où je passais mon bac. Ma première partie de bac. Et papa était le commandant avait envoyé papa pour je ne sais plus quelle raison pour une mission au Caire ou en Ismaïlia. Et papa se trouvait donc au moment avant la sortie de Bir Hakeim. Mais je connaissais des militaires qui se sont battus à Bir Hakeim, et mon mari, que je ne connaissais pas à l'époque, était un de ceux qui se sont battus à Bir Hakeim. Ceux qui étaient battus à Bir Hakeim. Mais mon mari était de ceux qui s'est battus à Bir Hakeim. Alors ceci dit, bon, on fait une toute petite incidente, puisque vous l'évoquez. Est-ce qu'après votre mari, puisque vous aviez une sorte de passé commun, si on peut dire, un point commun, est-ce que votre mari vous a parlé de cette bataille après coup, quoi? Oui, il en parlait, enfin, que ce soit tous, ils en parlaient à la maison, mais bon, c'était. On savait qu'ils étaient. Mon mari avait écrit d'ailleurs là-dessus sur cette partie-là, parce que c'était quand même une. Ils ont tenu le coup dans le désert, et on leur demandait de tenir 4 jours, ils ont tenu 15 jours. Et du fait d'avoir tenu si longtemps, ça a permis de ramener des troupes et de faire un barrage qui fait qu'on a pu s'arrêter, enfin arrêter Rommel, parce que c'était à l'époque, je passais justement ma première partie de bac. J'avais passé la première partie au Caire, et à l'époque on passait un oral. Et d'habitude on allait à Alexandrie passer son oral, et moi je l'ai passé, je crois, au Caire ou à Port Saïd, je ne sais plus. Alexandrie, c'était proche. Hein. Il y a pas mal de personnes qui regardaient du côté de Durban pour penser aller se réfugier quelque part en Afrique du Sud. Ah oui. Ah oui, c'était à ce point-là. Ah oui. Des gens d'Alexandrie. Des gens d'Alexandrie. Alexandrie a été bombardée pas mal. Hein. Le Caire, quelques fois. Le canal a été bombardé un certain nombre de fois.
Ismaïlia a été bombardé une fois assez sérieusement, hein, parce que j'ai des amis qui ont les Moutiers et autres, qui ont eu leur maison démolie. Moi, je me souviens de cette nuit où on était bombardés et on entendait les hurlements parce qu'ils mitraillaient du côté des Arabes et et le lendemain, on a vu les trains, tout ce qui était, enfin, les trains étaient envahis de la population arabe qui partait sur le Caire. Ils fuyaient. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Alors, vous parlez peut-être ce récit qu'a fait votre mari de Birakem. C'est un récit manuscrit Oui, il l'a écrit, il en a fait un bouquin. Oui, il a fait un bouquin, oui. Ah ben, je pense que vous l'avez pris en photo, non, le livre? Non, mais il n'a pas. Enfin, oui, je considère qu'il n'a pas une valeur particulière, c'était bon, c'était. Non, mais il a la valeur de quelqu'un de base qui témoigne. Oui, non, il témoignait parce que mon mari a fait du fait qu'il était à Birakem, il était dans un petit coin et il faisait des patrouilles. Oui. Donc il raconte les patrouilles qu'ils font dans le désert où ils ramassent des. C'était avec les Italiens à l'époque d'abord, avant Rommel. La couverture. Oui, on verra la couverture, on verra tout à l'heure. Bon, alors ça c'est le premier point. Bon, alors ensuite on va revenir de nouveau à la nouvelle. Après on parlera un peu de votre mari, parce que ça mérite attention aussi. De Gaulle, quand est-ce que vous l'avez vu Oui. De Gaulle est venu dès 40. Je ne peux plus vous dire. Je sais, il est venu, je le vois avec maman et je sais qu'il avait remarqué maman. Il m'a dit oui, je vous ai déjà vu, Madame, a-t-il dit à maman, qui était là. Et il est revenu. Donc c'est justement après la guerre du Liban, il est passé en Égypte. Puisque c'est à ce moment-là qu'on lui avait montré le livre de papa. Ah oui. Et le papa racontait dedans la première campagne de Libye, comment ça s'était passé dans le désert, comment il racontait l'histoire. Et on avait présenté ce livre à De Gaulle, qui avait pris le livre, qu'il avait regardé et qui avait lu et entièrement approuvé, signé Général de Gaulle. Et le même livre a été mis entre les mains de Catroux, qui avait regardé le livre et qui avait marqué, autant que mes souvenirs se viennent, « Patience, mon cher Kidney ». Papa avait transformé le rognon de Kidney en anglais. « Patience, mon cher Kidney, d'autres aventures ». Je ne me souviens plus de la reste, mais je me souviens de la phrase. Vous aurez de quoi écrire. C'est ce livre qui a été perdu. C'est le livre qui a été perdu. Oui. Et papa racontait dans ce livre toute la campagne de Syrie. Et le livre est revenu à la maison et il a commencé à raconter d'autres histoires. Et puis papa était reparti dans le désert. Il a été fait prisonnier donc il n'a plus, de mon temps, il n'a plus rien écrit sur cette époque-là. Le livre était resté à la maison. Et je sais que pendant que papa était prisonnier, quelqu'un était venu. Il y avait un monsieur qui s'appelait Campagne à Ismaïlia, qui prenait des photos. Et certaines des images qui reprennent, ce sont des photos de l'original de papa. Et pendant qu'il a été fait prisonnier, alors vous n'avez plus de nouvelles? Mais nous sommes restés sans nouvelles de papa. Enfin, je me souviens, j'étais au quai, je préparais ma philo. J'étais au quai et je me vois toujours en train d'étudier la Durmer. Je me vois dans ce... Et maman est arrivée derrière moi et m'a dit
viens, ton père est blessé, disparu. Ça a été sa phrase. Je l'ai ramassé dans la figure, elle me dit, viens, on va chercher. Et à partir de ce moment-là, on est allé voir Koenig. Monsieur Roubi, d'Ismaïlia, était venu avec sa voiture et on était voir Koenig. On a dit oui, des blessés, disparus, on n'en sait pas plus. Et nous sommes restés pendant un bon bout de temps sans savoir. Et puis, on a su par Massigli, qui était ambassadeur, je crois, à l'époque, était un cousin de papa. Oui. Et par lui, on a su que papa était prisonnier. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des petits mots de papa. Oui. Et on écrivait, c'était des petits mots de prisonniers, vous savez. Il était prisonnier où, vous le saviez? Il a été fait prisonnier il était prisonnier à Ancône. Il a été amené, il était pris prisonnier par les Italiens à la bataille de Remenacim, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'Alamène. Hein. C'est la bataille de l'Alamène. Ouais. Et donc il a été fait prisonnier, après il a été envoyé? Il était envoyé en Italie. Oui. Il est allé en Italie et c'était du côté d'Ancône. Ah oui, d'accord. Et il est resté prisonnier à Ancône un certain temps, jusqu'à un moment où on a pensé que l'Italie lâchait. Oui. Et je sais qu'à ce moment-là, nous étions fous de joie en disant papa va revenir bientôt. Et puis, plus de nouvelles. Et puis un jour, maman a reçu un mot d'un prisonnier qui s'appelait qui disait un monsieur qui s'appelait Kuhn, qui me dit est-ce que je voudrais des nouvelles de monsieur Rognon parce que nous étions ensemble et j'ai été repris. Lui a été repris et papa, lui, a continué à s'évader et on ne savait plus ce qu'il était venu. C'est à ce moment-là que j'ai dit maman, je m'engage. Et je venais d'arriver à Alger quand j'ai su que mon père était retrouvé et qu'il avait, non seulement qu'il était retrouvé, mais qu'il avait regagné les unités de son unité. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et alors, à ce moment-là, vous étiez parti à Alger? J'étais parti à Alger. Oui, d'accord. Avant de revenir à Alger, on en reviendra peut-être un petit peu. Donc De Gaulle, on peut revoir De Gaulle un petit peu. Donc vous avez cet épisode-là. Parce qu'il est venu à Ismaïlia, De Gaulle? Oui. Ah, oui. Il est venu à Ismaïlia. Et, on nous a fait chanter. Vous savez ce que c'est? On nous a fait chanter toutes les chants de l'époque, la croix de la Marthe de Lorraine, etc. Bon, il y avait ça, il y avait, comment s'appelle, Madame Catroux, la générale Catroux, qui faisait non. D'accord. Et alors justement, vous, de votre famille, a bien connu Catroux alors? Catroux était quand même un grand général. Enfin, je veux dire, Catroux était avec plein d'étoiles. De Gaulle n'a jamais eu que 2 étoiles sur les épaules. Hein. Et Catroux, c'était un grand monsieur. Voilà. Hein. Est-ce que vous l'avez rencontré, vous, Catroux, vous-même? Est-ce que petite jeune fille? Oui, enfin, moi j'ai vu Madame Catroux davantage parce que elle visitait les militaires et je me suis trouvé avec elle à visiter les militaires et je pensais que c'était une vieille dame et qu'elle n'avait rien à y faire. Bon, Madame Catroux s'était occupée de certaines infirmières. Enfin, elle voulait porter. Elle s'était mise plus ou moins des étoiles sur les épaules que De Gaulle lui a fait enlever.
Bon, elle s'était occupée, enfin, elle s'était quand même occupée en Syrie de pas mal de jeunes femmes qui faisaient. Votre filleul, après, il a été aussi, il a combattu aussi à l'Irak. Oui, bon, tous mes copains sont compagnons. Bon. Beaucoup de mes copains de l'époque étaient compagnons. Ils sont tous décédés à l'heure actuelle, parce que. Oui. Mais. Est-ce qu'il y en a quelques-uns dont vous vous souvenez justement beaucoup. Si Beaucoup, oui, énorme. Enfin, vous avez Salva, vous avez. Mais du Canal, il y avait Gufflet. Oui. Gufflet. Oui, il y avait plusieurs du Canal. Il y a eu plusieurs du Canal. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passait en France? La seule chose dont je me souviens, c'était ma copine de classe, celle avec qui j'ai de la 10e au Bachot, qui était juive et qui était, enfin le père était au Canal. Et je me souviens d'une phrase d'elle me disant: vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Je me souviens de cette phrase qu'elle m'a. Est-ce elle pouvait encore communiquer avec des gens qui étaient en Pologne ou ailleurs? Je ne sais pas. Et on avait de temps en temps des nouvelles, puisque on a su la mort de mon grand-père. Mais mon grand-père était en France. Oui. Les parents de maman étaient en France et mon grand-père était né en 71 dans une maison occupée par les Allemands, puisqu'il était en Champagne, et il est mort avec sa maison occupée par les Allemands parce que. D'accord. Oui. Mais par exemple, tout ce qui se passait en France, pas de détails, quoi. D'accord, oui. Bon, je savais, c'est des petits souvenirs qu'on avait comme ça, mais c'était pas. C'était difficile. Quelques petits souvenirs, non? Moi, si vous voulez, je suis rentré je suis en France en 1944. C'était pas drôle, hein. Oui. C'était pas drôle. Vous rentrez en France en 1944 puisque vous étiez engagé à Alger. J'ai engagé à Alger et en troupe, on est rentré. Je suis arrivé en novembre 40. Je sais pas, oui. J'ai dû arriver en octobre. Je ne me rappelle plus exactement. Je suis arrivé à Marseille. C'était l'abomination. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Alger, alors, précisément, puisque vous avez fait votre Bachot? Deux officiers de la section féminine de la flotte, de la marine, dont une était plus ou moins médecin et l'autre s'appelait. Non, elle avait un nom son père devait être écrivain. Et elles sont venues faire de la retape. Ah oui. Donc, j'ai dit à maman, j'y vais. Je n'avais pas tout à fait 18 ans, oui. Donc il a fallu que j'aille l'autorisation. Maman m'a donné l'autorisation. Et je suis donc parti avec d'autres justement, François de la Faille, il y en avait des Larclose, ce sont deux filles du Canal qui étaient à Suez, qui sont parties juste un peu avant moi. Elles étaient un peu plus âgées que moi. Elles ont eu une permission un peu avant moi. Et du Canal, on est parti avec Madame Mitois, qui est venue. Et on est allé. On a pris. C'est quoi? C'est en 1943 à peu près? Moi, je suis parti en juin 1944. En juin 1944. D'accord. Avant, oui, donc juste avant le débarquement. Juste avant le débarquement. Et on était à Alger. Et à Alger, je travaillais avec les Américains. Les Américains j'étais dans un bureau à Hydra
au-dessus d'Alger, et on était en relation avec des maquis du sud de la France. Oui. Donc, Ce qui veut dire d'ailleurs, mais c'est pas surprenant, que vous étiez pratiquement bilingue, vous connaissiez l'anglais. je me débrouillais mieux en anglais que maintenant. Maintenant, j'ai oublié. Oui. Non, mais enfin bon, c'est comme ça à l'époque, ça a été une de mes premières phrases, un Américain qui m'a dit « Oh, you're pulling my leg ». Je lui ai fait « No, no ». Et on m'a dit « Après, on m'a expliqué ce que ça voulait dire, que c'était juste une explication. Mais c'est comme ça que je me souviens de l'expression. Mais bon, je me contentais de taper des papiers. C'est tout. On était dactylo et puis on était censé se taire puisqu'on travaillait là-dedans et c'est tout. Oui, c'est ça. Et alors vous étiez en rapport avec vous rappelez quel maquis, non? Je peux pas vous dire. Je sais que c'était des maquis du Sud-Ouest parce que parmi les jeunes femmes qui travaillaient avec moi, il y en avait une qui était en relation avec son mari qui était dans ces maquis-là. Enfin, et je voyais qu'elle était en relation et je l'ai su parce que une fois rentrée en France, j'ai eu un modèle, elle m'a dit « Mon mari a trouvé une camarade avec qui il était dans... et je divorce. » C'est voilà les souvenirs que j'ai de cette époque-là. C'est ça. Et votre mère n'a pas eu beaucoup de... Enfin, si maman a tenu le coup d'une façon merveilleuse. Parce que elle a tenu le coup, elle a continué à être souriante, les militaires ont continué à arriver à la maison. Et personne n'a jamais... Enfin, je veux dire, maman était jeune. Enfin, maintenant, je me rends compte que maman était très jeune. Et elle a tenu le coup d'une façon absolument vous dites patente. qu'elle était très jeune, à peu près. Elle avait... Mais maman avait juste 20 ans de plus que moi. Donc, elle avait 40 ans à tout casser. Oui, c'est ça. Et les militaires venaient et elle était très, enfin je l'ai vu, très maternelle vis-à-vis de je dis ces garçons, ils sont morts, ou ils auraient 100 ans ou 90 ans maintenant, mais c'était, à la maison, on disait les garçons. Enfin, quand j'ai parlé d'eux quelquefois, on disait, et je me suis rendu compte, quand je me suis trouvé malade et que j'ai été à l'hôpital ici au Val-de-Grâce, que j'ai vu les petits militaires qui passaient, je me suis dit, mais non, d'un chien. Les garçons que je voyais à l'époque, que je prenais pour de grands héros et des grands militaires, eh bien, ils n'avaient que cet âge-là. Parce que alors après, pour terminer avec vous, vous avez débarqué... On a embarqué à Marseille, j'étais sur le... J'ai voyagé dans de bonnes conditions. C'était sur des bateaux. On avait été emmenés d'Alger à Oran. Oui. Et à Oran, on nous a dit vous allez vous embarquer, mais vous prendrez un ticket. Et quel que soit le ticket que vous avez, c'est là où vous serez installé. Et j'ai eu une chance énorme. J'ai eu droit à une cabine avec une copine. Donc j'ai eu droit à un vrai lit. Il y en a qui ont dû voyager dans des 4 ou 5 ou 6, mais j'ai eu la chance d'être là. Et je me suis fait engueuler parce que on m'a dit « Rognon, on ne fume pas avant d'avoir mangé. » Et Rognon fumait. Et alors là, une fois à Marseille, vous avez été attaché quoi? J'ai été envoyé, je suis remonté avec, on est passé par Avignon, et
à ce moment-là, j'ai rencontré une jeune fille qui était là, qu'on appelait Vanda, je ne peux pas vous en dire plus, et qui passait pour une des héroïnes qui avait fait quelque chose dans le coin. Puis je suis monté jusqu'à Paris, et Paris m'a envoyé dans sur la Vilaine. Donc on est allé faire la guerre, c'est pas faire la guerre, mais on est allé sur les bords de la Vilaine, dans des unités. Les Allemands avaient quitté la France, mais étaient restés. Vous aviez Lorient, Saint-Nazaire, etc. C'était les poches qui étaient là. Et le long de la Vilaine, l'autre côté, la Roche-Bernard était encore occupée, Redon était libre, la Roche-Bernard était encore occupée, et les Allemands étaient de l'autre côté de la Vilaine. Et là, par ailleurs, vous paraissez avoir été blessé puisque Moi, non, je n'ai pas été blessé. Non, vous parlez du Val-de-Grâce. Ah non, là, c'est... Après. Non, j'ai été pendant la guerre visiter des militaires pendant la guerre. Alors, si on revient maintenant, votre mère était en effet très forte. Si vous venez maintenant au Canal, est-ce que vous avez par ailleurs des souvenirs ou non de l'engagement de Benoît, qui est bien connu par ailleurs, ou non Monsieur Benoît, c'était l'agent supérieur. Oui. Donc moi, je vois ça, gamine, hein, bon, c'est l'agent supérieur, c'est lui qui vient, il est là, et ce sont les autorités, si j'ose dire, pour moi. Oui, donc, oui. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, par exemple, vos parents ont reçu monsieur de Benoît? Non, mais c'est ça. Je veux dire, papa étant militaire à l'époque, il n'a plus rien à faire avec ça. Il suit ses troupes. C'est ça, oui. Papa a eu des relations avec l'Armina, avec les là, mais de Benoît, non. Alors, les relations justement de vos parents avec d'autres Français libres, il y a l'Armina. Il y a Koenig, il y a l'Armina, il y a. Oui, quand même toutes les. Vous savez, c'est. Oui. Puis ça a été. Enfin, on a continué à les voir après la guerre. Oui, c'est ça, c'est-à-dire. Ouais, c'était resté. Enfin, je veux dire, c'était resté un milieu un peu. Oui, il y a une sorte d'identité, là, des gens qui ont fait puis il y avait dans les troupes, il y avait ceux qui s'étaient vraiment battus, et puis il y avait ceux qui s'étaient. Il y avait les Armand-nous partaient. Bon, il y avait beaucoup de choses. Il y avait ceux qui étaient d'abord de 40, qui étaient engagés tout de suite. Et puis ceux qui étaient venus après. Enfin, c'était une mentalité un peu particulière. Hein. Ah, oui. Il y a ceux de 40. Voilà. Il y a ceux de 40. Oui, d'accord. Puis après, il y a eu l'Italie. Et pendant longtemps, c'était. Il a fallu que l'armée d'Italie se battent en Italie et qu'on se voit que tout le monde savait se battre. Oui, d'accord. Donc à ce moment-là, ça rapprochait. Mais la division, la division Français Libre est toujours restée un peu à part, parce qu'elle se disait, nous ne sommes que des volontaires. Que des volontaires. Ce qui n'était pas le cas dans la DB. La deuxième DB, c'était pas pareil. C'est ça. Les gens de 40, c'était... Les gens de 40, c'était... Tout à fait. Ah, oui, tout à fait, oui. Et alors, donc après, vous avez voulu, à juste titre, maintenir un peu cette mémoire. Pas particulièrement, mais enfin, mon mari avait gardé ses camarades. Oui, c'est ça.
il y avait ses camarades. Bon, et puis, Alors, puisque justement, c'est l'occasion peut-être pour terminer, si je ne suis pas trop fatigué, de parler un petit peu de votre mari, puisque lui, il a fait aussi la guerre. Comment est-ce que vous l'avez connu? mon mari avait été à Conakry au début de la guerre. Il n'avait pas été mobilisé parce qu'il était trop maigre, et il travaillait à Conakry. Et c'est de Conakry, quand il a vu que la guerre passait mal, qu'il s'est évadé de Conakry et il est allé jusqu'à Freetown en travers. Enfin, il s'est évadé de Conakry, il est allé retrouver à Freetown, et de Freetown, il a rejoint la France libre. Il a fait l'école de ce qu'on appelait la France libre à l'époque. C'était l'école d'Ornano. Et une fois, avec son unité, ils sont partis de Brazzaville, ils sont remontés jusqu'à Bangui, et puis de Bangui, ils ont descendu, ils ont pris des bateaux, enfin la Nile, et ils sont remontés en passant jusqu'à Djouba, ils ont remonté le Nil, puis ils sont remontés jusqu'au Caire, et puis de là, il est allé en Syrie, et il a appartenu, c'est dans le membre, on l'a nommé dans le bataillon du Pacifique. Et il est devenu petit lieutenant du Pacifique. Et il a fait toutes les campagnes du Pacifique. Donc il a fait toutes les campagnes de Birakem, Tunisie, Italie, la France. Oui, d'accord. Et vous l'avez connu évidemment après? Mais je l'ai connu après Birakem. Parce que mon filleul de guerre m'avait amené, Bellec, un des officiers qui s'était particulièrement montré brillant à Birakem, il m'avait amené à la maison, et Bellec m'avait dit « Vous ne connaissez pas Favreau, vous devriez connaître Favreau, c'est un monsieur. » Ah oui, donc vous l'avez connu très jeune. Donc, j'ai connu mon mari, j'avais 16 ans. Ah oui, mais je ne me suis pas marié tout de suite. Non, non. Non, mais vous savez, à ce moment-là, les copains amenaient des copains, donc Oui, mais alors, ce que vous dites est intéressant parce qu'il y a une sorte de copains, vous voyez, ça ressemble presque à l'époque actuelle. Oui, oui. Hein? Or, à cette époque-là, en France, c'est pas du tout la même chose. Ah, mais c'est pas encore très classifié, très codé. Hein? Donc là, il me semble qu'il y a une sorte, entre guillemets, de liberté. Oui, mais on était très surveillés. Oui. Quand même par ces garçons. Oui. On était quand même. Il fallait que les. Enfin, il y avait. Enfin, on était quand même des petites jeunes filles, on n'était pas vieilles, et on était protégés. Oui, d'accord. Hein? On n'avait pas les mêmes. Il fallait faire beaucoup plus attention à l'époque. Oui, hein? Tout à fait. Mais quand même, vous voyez, il y a une réflexion que vous avez dite tout à l'heure qui m'a intéressé quand vous avez dit, vous voyez, parler de fumée. Oui. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'en France, on n'a peut-être pas permis à une jeune fille de votre âge de fumer. Vous voyez, après, oui, ça a changé, mais vous voyez, c'est intéressant. Oui, oui. Vous avez une sorte d'idée. C'est très moderne, vous voyez. Oui, non, mais bon, c'était pas mal de fumer à l'époque. Oui. Enfin, je veux dire, on n'avait pas contre la cigarette ce qu'on a eu après. Non, mais hein? D'accord. C'est ça qui... mais en France, j'ai roulé mes cigarettes. Ah oui. Oui. Ah, puis quand même, même partir, quand vous êtes parti à 18 ans à Alger, ça montre que
disons, votre mère avait quand même un certain sens Maman de avait, compréhension. maman avait confiance en moi. Oui. Vous savez, maman avait une barrière. J'ai confiance en toi. Oui. Et pour moi, c'était quelque chose de... Voilà. Je n'aurais pas voulu Oui, c'est ça, trahir sa confiance. trahir la confiance. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Alors donc, votre mari, donc, vous le voyez quand vous avez 16 ans, et puis après vous... Si, enfin, on s'écrivait, enfin, on s'écrivait régulièrement, enfin, on s'écrivait avec les militaires, on échangeait. Pour eux, c'était des garçons qui étaient, j'emploie encore le terme de garçons, qui étaient coupés de leur famille de France. Hein, ils n'avaient plus de nouvelles avec les familles de France, ils étaient coupés. Mon mari, enfin, j'ai su par la suite qu'il ne savait plus rien de sa famille. Donc, on servait un peu de relais. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, oui, c'est ça, d'accord. Oui. Oui, c'est comme ça que... Alors après, vous avez... Donc du coup, c'était presque normal, donc tout ça, c'est le même milieu d'Irakais. Oui, c'était un milieu. Oui, oui, voilà, c'était un peu la... Ben oui, Voilà. Voilà. Oui, bon, il y avait les clubs, enfin, les clubs de la France libre qui faisaient que c'était... Alors, après, si je me rappelle bien, vous êtes pratiquement plus revenu en Égypte. Non, parce que je suis parti, enfin, je suis parti en 1944 pendant la guerre, et je suis revenu en fin 1945. Je suis revenu pour Noël, et on m'avait annoncé que j'attendais un petit frère. Et c'est comme ça que je suis rentré. Et je pense qu'il y a des mauvaises langues qui disaient de qui est le bébé? De qui est le bébé? Mais moi, j'étais là et j'ai vu maman enceinte. Non, je suis rentré à cette époque-là. Puis après, bon, je suis rentré en France en 1946. Enfin, j'étais en 1944, en 1946. Bon, et après, j'ai été au Canal, mais moins régulièrement. Donc, j'ai connu le Canal pendant la guerre. J'ai connu les gens pendant la guerre. J'ai moins connu les personnes qui sont arrivées de France après-guerre. Il y a quelques-unes que j'ai connues, mais j'ai moins connu les ménages qui arrivaient. D'ailleurs, moi-même, je venais, je repartais en France. Ça, pour vous, c'était parce que vos parents y étaient. C'était mes parents qui étaient. Oui. Puis je suis revenu en 47, 48, et puis je me suis marié, et puis ça a été fini. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Est-ce que vous avez l'impression, peut-être une dernière chose, que quand même ce choix, hein, qui a pour le sein de votre famille est très fort, hein, France est libre et pétainiste et attentiste, ça a créé des tensions ou non dans la communauté du Canal? Oui, pour certaines personnes, mais ça n'a pas empêché quand même les amitiés, parce que les de la Tour, enfin de la Tour qui était à Port-Fouad, sa femme s'appelait, c'est une Cambon. Ils sont partis. Je pense qu'il devait être. Il avait dû être mobilisé. Enfin, de la Tour, c'était quelqu'un. Je parle de Jean de la Tour, c'était quelqu'un que mes parents connaissaient au début du Canal. Et puis, est-ce qu'il est resté? Je ne sais plus, mais il avait quitté le. Pour Saïd, enfin, il n'était plus au Canal, et sa femme est venue rechercher ses affaires, et tout Vichy ce qu'il pouvait faire, maman a ouvert sa porte et on l'a reçue. Elle a perdu une petite sœur
pendant, ça devait être, oui, j'étais pas en Égypte à l'époque, et je sais que maman, les Bégoins n'étaient pas gaullistes, hein, mais maman s'est quand même s'est occupée de. C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça. les gens dépassés. On dépassait ces choses-là quand même. Peut-être, dernier élément, il y avait eu forcément. Les recours étaient violents. Lui était violent. Hein. Ah oui, il y a eu quand même quelques personnes. Il était plus violent, ouais. D'accord. Mais le recours était plus violent que c'était le beau-frère de M. Lucas. C'est le beau-frère de M. Lucas, leur femme. Et puis M. Lucas était veuf. Oui. Et il a épousé à la fin de la guerre une Anglaise, enfin une Sud-Américaine, une Sud-Africaine. Et c'est encore mal. Enfin, ça n'a pas arrangé les relations entre les beaux-frères. D'accord. Et après, tellement vous évoquez les Anglais, comment ça se passait donc vis-à-vis des... Parce qu'il y a beaucoup d'officiers anglais, par ailleurs, il y a beaucoup de... On dansait. Oui, c'est ça. On a eu les Anglais, on a eu les Belges qui sont passés aussi. Les Belges qui étaient revenus en 41, 42. Les Belges étaient remontés du Congo et qui sont venus se battre aussi. Il y a des Polonais. Je me souviens de cette phrase qui... C'était au moment de Birakem, et d'un déjeuner où on était, et d'avoir entendu quelqu'un me disant « Ce qui m'a ennuyé, moi, dans le désert, c'est de ne pas boire glacé. » Alors que les gens en étaient à vivre avec une demi-tasse pour se... Il y avait une mentalité, enfin bon, il y avait quand même... Bon, il y avait aussi, la vie continuait. Bon, le pain n'était pas très bon, mais maman avait droit à la nafi. La nafi, c'est les Anglais, la Navy Army Air Force, on avait donc droit à avoir du pain blanc, du pain de. Elle avait de la chance. Je dis oui, maman, j'ai de la chance, mais peut-être que mon mari, lui, s'est engagé. Les autres, n'étaient pas partis. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, oui. Oui, c'est-à-dire que bon nombre de gens... Si, vous avez, attends, quelque chose qui était spécial sur le canal, c'était le RNVR, Royal Navy Voluntary Reserve. C'était les gens du canal qui étaient censés surveiller la zone. Enfin, il y avait tout le long du canal, on était surveillés. Il y avait des jours de veille où on surveillait le canal. Bon, on recevait quand même des avions qui nous, on reconnaissait quand les avions passaient, on savait si c'était des avions anglais ou français ou italiens qui nous passaient sur la tête au bruit des avions. Oui. Ah oui, ça j'ai entendu parler de cette Royal Navy. Oui. Que nous avions travaillé, nous jeunes, ramassés de nouilles et de vieux gâtons. Ça, c'était des termes de jeunes. Et il y avait, alors justement, dans ce domaine-là, les Égyptiens paraissent assez peu. Est-ce que il y avait, enfin, si mes souvenirs sont exacts, il y avait ce qu'on appelait un peu l'armée Bakshi. Sur les bords du canal, il y avait des gens qui étaient avec mais d'abord, on se méfiait. Hein.
on se méfiait quand même. Vous savez, il y avait les troupes, comme j'ai vu passer, c'était les Anglais, j'ai vu passer les Américains, des Polonais, des Yougoslaves, enfin, toutes les troupes passaient. Hein. Les Australiens, enfin, pendant l'année où j'ai fait ma philo au Caire, j'ai fait ma philo au Caire. Parce qu'on ne pouvait pas faire cette non, à l'école, il n'y a pas assez d'élèves, donc j'étais envoyé, c'était le cours Morin, et c'était M. Coince qui a signé mon bac, quelque chose comme ça. Non, j'ai fait ma philo au Caire. Donc j'ai passé une année au Caire, pour ma philo. Oui, d'accord, c'est ça. À Zamalek. À Zamalek. Oui. Et alors, là, bien entendu, ça a dû faire un choc, enfin un choc positif pour vous, le débarquement des Alliés. Oui, je me souviens, bon... Vous n'étiez pas encore au Caire, là? Si, j'étais au Caire. J'étais au Caire à l'époque, et c'était mon année de philo, oui. Justement, et je me souviens de ce débarquement et les problèmes que ça a passé avec justement avec la DFL, avec ces troupes. Il y a eu des problèmes avec les troupes français libres et quand ils ont débarqué, on l'a fait dans le dos de Gaulle. Hein. Et il y a eu des problèmes à cette époque-là. Hein. D'accord, oui, c'est ça. Il y a eu. Puis il y a eu la période de Gaulle-Giraud. Hein. Oui. Monsieur Roosevelt ne nous aimait pas beaucoup. Oui. Et tout ça, est-ce que, on l'a su très bien après, tout ça, est-ce que vous le saviez un petit peu ou pas du tout? Vous avez l'impression que... Je sais pas, je me souviens quand j'étais petite fille, quand j'étais au Liban, je me souviens d'avoir été en voiture avec derrière, mais papa se promenait avec Bill Astor. Bill Astor, je crois que c'est le fils de Lady Astor qui était dans l'armée anglaise. Hein. Et ils discutaient, et papa et lui, j'étais derrière dans la voiture, et nous allions à Ley voir avec lui, voir un consul américain qui était à Ley. Et je me souviens de Bill Astor disant à papa, « Oh, votre De Gaulle, il n'est pas facile. » Oui. C'est amusant parce que c'était pendant la guerre. C'était pendant la guerre, donc durant la période où De Gaulle serait installé en Liban. Enfin, c'est l'époque où on était au Liban, c'était la période où les troupes se refaisaient au Liban. Oui, d'accord, c'est ça. Oui. Et est-ce que vous vous rappelez avoir par ailleurs discuté justement, parce que vous étiez déjà discuté à la fin de votre scolarité du secondaire avec vos camarades sur la situation, où est-ce que c'était parce que... On suivait les événements, hein. Donc on vivait un peu... Bon, on ne savait pas si... J'ai des amis qui allaient coucher dans le désert à un moment, quand on était bombardés. Mais je ne sais pas... Je n'ai pas de mauvais souvenirs, si ce n'est la hantise d'avoir des nouvelles de papa. Oui. Ça, c'est... vous savez, c'est la période... Ça ne marche pas, mais avance. C'est toujours le... Oui, il y avait des problèmes de votre père. C'était... Alors, c'est très très loin, mais ça peut... Est-ce que, par exemple, vous savez qu'il y a des coups par Stalingrad? Oui, Stalingrad, on le suivait de près. Hein. Ah, oui. Ça, je me souviens de Stalingrad. On suivait, parce que j'étais Léopolis à ce moment-là. Ah, oui.
c'était Héliopolis. C'était avant El Alamein, je crois. Déjà, on commençait. Et je me souviens que oui, parce que papa était là. Donc, les troupes se trouvaient, que je connaissais, se trouvaient au repos. Après Birakem, se trouvaient dans les environs. Avant de repartir pour la bataille de l'Alamein. Et on parlait déjà de Stalingrad. On suivait les événements de Stalingrad.